À Washington, le pouvoir ne s'effondre presque jamais dans des explosions ou des discours dramatiques. Il s'éteint lentement, souvent à huis clos et parfois à cause d'un seul vote. Et en ce moment, un chiffre hante le Capitole comme une sonnerie agaçante que personne n'arrive à faire taire. 218 contre 217. Sur le papier, cela semble anodin, juste des chiffres, une simple procédure. En réalité, cela pourrait être la ligne la plus fine séparant l'ordre constitutionnel de la paralysie politique dans l'histoire moderne des États-Unis. Ce n'est pas le traditionnel affrontement démocrate contre républicain, ce n'est pas un théâtre politique conçu pour les plateaux de chaînes d'infos en continu et les tweets rageurs. Ce que nous observons, c'est le système américain soumis à une pression maximale, où chaque décision ressemble moins à de la politique qu'à une expérience contrôlée visant à tester jusqu'où la démocratie peut plier avant de se briser. Alors si vous cherchez des titres sensationnalistes, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais si vous voulez du contexte, des conséquences et une analyse lucide de ce qui pourrait se passer une fois les votes comptés, bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner, activer la cloche de notification et la régler sur « Toutes », car cette histoire ne ralentit pas et les développements les plus importants surviennent généralement lorsque les caméras sont censées être éteintes. Ce soir, nous allons analyser ce que ce moment signifie réellement, pourquoi les chiffres comptent plus que les discours, quel scénario Washington prépare discrètement et pourquoi le véritable danger n'est peut-être ni la destitution, ni la condamnation, ni même la révocation, mais l'après, celui dont personne ne veut parler. Commençons. La Constitution américaine a été conçue avec des marges à l'esprit, pas des marges microscopiques, des marges confortables. Les pères fondateurs supposaient que, lorsqu'un moment suffisamment grave pour menacer la présidence surviendrait, il existerait un large consensus indiquant que quelque chose était fondamentalement dysfonctionnel. La procédure de destitution devait être un instrument brutal, pas un lancer de pièces. Et pendant la majeure partie de l'histoire américaine, c'est exactement ainsi que cela a fonctionné. En 1974, lorsque Richard Nixon a fait face à une procédure de destitution, la question n'était pas de savoir si la Chambre allait agir, mais à quelle vitesse. Le soutien était si bipartisan, si massif, que Nixon a démissionné avant même que le Congrès n'achève le processus. Le système a fonctionné comme prévu. La pression a monté, les preuves se sont accumulées et la présidence a cédé avant que le pays ne se fracture. En 1998, la destitution de Bill Clinton a suivi une voie plus partisane, mais les marges restaient claires. Les votes étaient nets, les lignes visibles et, point crucial, le résultat a été accepté. Le système a plié, absorbé le choc, puis a continué. En 2019, la première procédure de destitution de Donald Trump a poussé la polarisation à un niveau inédit. Le pays était profondément divisé, mais même alors, les chiffres n'étaient pas ambigus. Les majorités étaient solides. Le processus, aussi conflictuel soit-il, reposait encore sur un socle institutionnel reconnaissable. Cette fois-ci, ce socle est à peine visible. Une majorité d'une voix n'est pas un mandat. C'est une fissure. Cela ne dit pas « le système a tranché ». Cela dit « le système se dispute publiquement ». Lorsque la différence entre une action constitutionnelle et une paralysie totale dépend d'une seule personne changeant d'avis ou attrapant la grippe, ce n'est pas de la stabilité. C'est une politique au bord du précipice démocratique. Plus important encore, ce vote ne reflète pas un désaccord sur une politique publique. Il reflète un désaccord sur la réalité elle-même. Une moitié du Congrès estime que le pays fait face à une menace existentielle. L'autre moitié estime que le processus censé répondre à cette menace est devenu la menace. Ces positions ne se compromettent pas. Elles ne négocient pas. Elles s'escaladent. Chaque règle devient suspecte. Chaque procédure devient une arme. Chaque vote devient un test de loyauté, non pas envers la Constitution, mais envers une vision du pays que chaque camp croit assiéger. Et soyons clairs, ce vote a eu un coût extraordinaire. Les élus savaient exactement ce qu'ils risquaient, des primaires hostiles, des représailles financières, un bannissement médiatique. Dans l'écosystème politique actuel, un seul mauvais vote ne met pas fin à un cycle médiatique. Il peut mettre fin à une carrière.
Les alliés disparaissent, les financements s'évaporent, les appels restent sans réponse. Alors quand certains disent « ce n'était qu'une voix », ils passent à côté de l'essentiel. Cette voix était coûteuse, fragile et peut-être impossible à reproduire. Ce qui nous amène à la question qui hante désormais Washington comme une facture impayée que personne n'ose ouvrir. Si atteindre 218 voix à la Chambre a été aussi difficile, aussi douloureux, comment croire sérieusement que 67 voix au Sénat sont à portée de main? Et c'est là que commence le véritable problème mathématique. La Chambre met en accusation. Le Sénat décide. Une phrase répétée si souvent dans les manuels d'éducation civique qu'elle sonne presque comme une formalité, un processus calme, prévisible et digne. Puis vient la réalité du Sénat. La condamnation exige 67 voix, pas la majorité, pas assez pour envoyer un message. 67. Un seuil si élevé qu'il suppose un quasi-consensus national avant même l'ouverture du procès. Même dans le scénario le plus favorable aux partisans de la destitution, une unité parfaite des démocrates et des indépendants, le compteur s'arrête à 53. Il faudrait donc que 14 sénateurs républicains votent contre le leader de leur propre parti. 14 peut sembler un chiffre modeste dans la vie quotidienne. Au Sénat, c'est l'équivalent de l'Everest politique. Nous ne vivons pas une époque où les lignes partisanes s'estompent sous la pression. Nous vivons une époque où elles se durcissent. Le désaccord idéologique a été remplacé par l'identité tribale et traverser l'allée n'est plus perçu comme de l'indépendance, mais comme une trahison. La question que se posent les sénateurs n'est plus « qu'est-ce qui est juste ?», mais « qu'est-ce qui survivra à la prochaine primaire ?» Et la réponse est rarement le courage, car l'actuelle structure des incitations ne se contente pas de décourager la dissidence, elle la punit activement. Les électeurs comptent, mais ils ne sont pas la menace la plus immédiate. Les donateurs décident si une campagne vit ou meurt. Les écosystèmes médiatiques décident si un sénateur est présenté comme un esprit libre ou comme un traître. Et les challengers aux primaires attendent toujours en coulisses, financés, amplifiés, prêts à expliquer que la loyauté compte plus que le jugement. Dans cet environnement, rompre les rangs n'est pas un acte courageux, c'est une invitation à l'exil politique. Les commissions disparaissent, les financements se tarissent, les couvertures médiatiques amicales deviennent hostiles, et soudain, un siège autrefois sûr se transforme en compte à rebours. Ainsi, lorsqu'ils regardent le chiffre 67, les élus ne font pas qu'un calcul arithmétique, ils évaluent le risque. Ils pèsent le devoir constitutionnel face à la survie politique. Et l'histoire montre que la survie l'emporte le plus souvent, discrètement, efficacement, avec des éléments de langage bien rodés. Mais voici le piège. Presque impossible ne signifie pas impossible. Les systèmes politiques transgressent leurs propres règles sous une pression extrême. Et à Washington, des analystes esquissent déjà des scénarios où rester loyal devient plus dangereux que rompre, où le coût du silence dépasse celui de la dissidence. 3 scénarios sont actuellement discutés à huis clos. Chacun improbable, chacun déstabilisant et chacun capable de transformer un fantasme mathématique en réalité politique. Scénario 1. La preuve irréfutable. L'histoire est étonnamment indulgente envers les scandales. Elle l'est beaucoup moins envers les preuves. La politique américaine a montré, à maintes reprises, que la loyauté peut survivre aux accusations, aux dénégations, aux enquêtes et même à l'indignation télévisée. Ce qu'elle ne survit pas, c'est une preuve si claire que la défendre devient plus dangereux que la condamner. Le Watergate n'a pas lentement érodé le soutien à Richard Nixon, il l'a fait exploser. Le jour où les bandes ont émergé, le débat était clos. Les républicains ne sont pas soudainement devenus vertueux, ils sont devenus pragmatiques. En quelques heures, la loyauté est devenue un fardeau et la démission, la seule sortie possible. C'est cela, une véritable preuve accablante. Elle ne convainc pas, elle recalcule le risque. Si des éléments directs, vérifiables et impossibles à détourner venaient à émerger, quelque chose qui ne repose ni sur l'interprétation ni sur le cadrage partisan, l'atmosphère politique changerait instantanément. Les conférences de presse seraient annulées. Les déclarations deviendraient soigneusement formulées.
et des sénateurs sûrs d'eux la veille redécouvriraient soudain les vertus du silence. À ce moment-là, le vote ne porterait plus sur l'idéologie ou l'allégeance. Il s'agirait d'éviter de se retrouver du mauvais côté de l'histoire et, plus immédiatement, du mauvais côté des gros titres du lendemain. Scénario 2. Le retrait des donateurs. À Washington, l'idéologie écrit les discours. L'argent décide combien de temps ils peuvent continuer. Les campagnes ne survivent pas grâce à la passion, aux tweets ou aux ovations. Elles survivent grâce aux chèques. Et lorsque ces chèques cessent d'arriver, le message est clair, même sans un mot. Le silence des grands donateurs n'est jamais neutre. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est un signal, une pause, une manière polie de dire « nous observons et nous ne sommes plus convaincus ». Lorsque les donateurs commencent à voir une figure politique comme un risque plutôt que comme un investissement, la loyauté se dissout à une vitesse remarquable, non par éthique et encore moins par éveil moral soudain, mais parce que le pouvoir suit les ressources. Sans financement, pas de publicité, pas de terrain, pas de défense juridique et pas de seconde chance. Et voici la vérité inconfortable. Les responsables politiques ne craignent pas les électeurs autant qu'ils craignent de ne plus pouvoir concourir du tout. Les électeurs votent tous les quelques années. Les donateurs décident si vous existez politiquement. Une fois cette base financière fragilisée, même les alliances les plus solides commencent à paraître optionnelles. Scénario 3, le facteur Pence. C'est la variable silencieuse, la plus inconfortable, celle que l'on évoque à demi-mot, souvent à voix basse. Mike Pence occupe une place rare dans la politique américaine contemporaine. Il conserve une crédibilité auprès des institutions conservatrices antérieures à Trump et une influence sur des électorats que Trump a mobilisés sans jamais les contrôler totalement. Il parle le langage de la tradition, de l'ordre et de la retenue, des notions qui résonnent encore dans certaines sphères républicaines, même si elles ont été marginalisées ces dernières années. Si Pence soutenait publiquement une condamnation, clairement, directement, sans se cacher derrière des sources anonymes, l'équation changerait du jour au lendemain. Non pas parce que tout le monde serait d'accord avec lui, mais parce qu'il rendrait la dissidence acceptable. Et en politique, la permission est une forme de pouvoir. Lorsqu'une figure dotée de crédibilité institutionnelle brise le silence, elle offre une couverture à ceux qui doutent déjà mais refusent d'être les premiers. Une déclaration en entraîne 2, puis 10, et soudain, ce qui semblait impossible commence à paraître viable. Rien ne garantit que ce moment surviendra. Mais le simple fait qu'il soit envisagé a déjà modifié les calculs internes. Des conversations autrefois brèves s'éternisent, des certitudes sont testées, des plans de secours sont discrètement élaborés. Et dans un système fondé sur la loyauté, le moment où l'on commence à planifier l'après-loyauté est celui où tout devient instable. Il existe ensuite l'option que tout le monde connaît et que tout le monde espère ne jamais avoir à expliquer devant les caméras. Le 25e amendement, section 4, est souvent présenté comme une garantie constitutionnelle. Sur le papier, il est propre, ordonné, rassurant. Le vice-président, avec une majorité du cabinet, peut déclarer que le président est incapable d'exercer ses fonctions. Le pouvoir est transféré immédiatement. Pas de procès, pas de débat, pas de compte à rebours télévisé. En théorie, c'est élégant. En réalité, c'est radioactif. Activer la section 4 transférerait instantanément le pouvoir, mais à un coût personnel et politique colossal. Il ne s'agit pas de technocrates lointains. Ce sont des individus choisis par le président lui-même, des personnes dont la carrière, la visibilité et l'influence découlent directement de sa nomination. Leur demander de signer une telle déclaration, ce n'est pas leur demander une décision procédurale, c'est leur demander une rupture publique. Et les ruptures publiques, en politique moderne, ne disparaissent jamais. Elles vous suivent toute votre vie. Et ce n'est pas tout. Le 25e amendement n'est pas un interrupteur à sens unique. Le président peut contester la déclaration, déclenchant un vote du Congrès. Et cette fois, le seuil n'est pas une majorité simple, mais les 2/3 de la Chambre et du Sénat. Un seuil plus élevé encore que la condamnation lors d'une destitution. Oui, il existe donc une sortie de secours, mais elle est reliée à une alarme, une serrure et une seconde porte qui peut ne jamais s'ouvrir. Ce n'est pas un hasard. L'amendement a été conçu pour des situations d'incapacité réelle,
des urgences médicales, une impossibilité soudaine, des moments où le pouvoir doit être transféré sans controverse. Il n'a pas été pensé pour des crises de légitimité politique. L'utiliser dans ce contexte risquerait d'aggraver la situation plutôt que de la résoudre, transformant une garantie constitutionnelle en catalyseur d'instabilité. En bref, le 25e amendement existe comme ultime recours. Et comme tout ultime recours, tout le monde s'accorde à dire qu'il est là, jusqu'au jour où l'on doit réellement l'utiliser. Voici la véritable ligne de fracture, celle qu'aucun décompte de voix ne peut mesurer pleinement. Tout processus constitutionnel repose sur une hypothèse silencieuse, presque naïve. Une fois les règles respectées, le résultat sera accepté. Perdre fait mal, mais la légitimité demeure. Lorsque l'arbitre siffle, le match est terminé. Mais que se passe-t-il lorsque cette hypothèse s'effondre? Que se passe-t-il lorsqu'une décision légale est rendue, clairement, formellement, publiquement, et qu'un camp refuse simplement de la reconnaître, pas par des recours judiciaires, mais par un rejet pur et simple? Une déclaration selon laquelle le processus lui-même est illégitime, que le résultat ne s'applique pas. À cet instant, la crise cesse d'être juridique et devient existentielle. L'autorité ne se maintient pas par l'encre sur le papier. Elle repose sur la reconnaissance, sur un accord partagé concernant qui détient le pouvoir et pourquoi. Les tribunaux peuvent statuer, les assemblées peuvent voter, mais les institutions ne fonctionnent que si suffisamment de personnes croient qu'elles doivent fonctionner. Une fois cette croyance fracturée, le système ne s'effondre pas immédiatement. Il hésite, il bégaie, il attend des instructions qui ne viennent plus d'une seule source. L'histoire offre des rappels inconfortables de la rapidité avec laquelle cette hésitation devient dangereuse. Les démocraties échouent rarement parce que les constitutions disparaissent. Elles échouent parce que les constitutions restent ignorées, réinterprétées ou obéies sélectivement. Les règles demeurent écrites. L'obéissance disparaît. Lorsque l'autorité est contestée, l'exécution devient la question que tout le monde évite de poser à voix haute, non par politesse, mais par peur. Les tribunaux n'exécutent pas leurs décisions seuls. Les parlementaires n'exécutent pas leurs votes. Au final, l'exécution repose sur des personnes, des individus qui choisissent qui ils reconnaissent, à quels ordres ils obéissent, et où se situe réellement leur loyauté. Et lorsque cette décision devient personnelle plutôt qu'institutionnelle, la stabilité devient facultative. C'est le danger qu'aucune procédure ne peut corriger. Et c'est le moment où, dans toute démocratie, les conséquences cessent d'être théoriques pour devenir réelles. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, merci. Des moments comme celui-ci méritent plus que des titres, et votre temps compte. Cette histoire ne concerne pas un seul homme, elle ne concerne même pas une seule présidence. Elle pose une question plus vaste. Les systèmes démocratiques peuvent-ils supporter une pression maximale sans se déchirer? L'histoire nous enseigne une vérité inconfortable. Les moments les plus dangereux ne sont pas ceux où les institutions s'effondrent de façon spectaculaire, mais ceux où elles continuent de fonctionner juste assez pour révéler leur fragilité. Lorsque les règles existent encore, mais que la croyance en leur légitimité commence à disparaître. Les États-Unis sont arrivés à l'un de ces moments. L'issue n'est pas écrite. Elle ne l'est jamais. Mais les décisions prises en ce moment même, par les dirigeants, par les institutions et par les citoyens, façonneront bien plus qu'une élection ou un cycle politique. Elles définiront l'avenir. Et cela nous ramène à vous. Si cette analyse vous a été utile, pensez à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à Global Political Insight. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer, car cette histoire est loin d'être terminée, et les chapitres les plus importants ne sont presque jamais annoncés à l'avance. Laissez vos réflexions en commentaire. Nous les lisons, nous y répondons, et elles nourrissent nos futures analyses. Merci de nous avoir regardés. Et comme toujours, restez informés, car l'histoire n'attend pas.